Je voudrais juste revenir quand même sur Outreau, parce qu'il y a eu quand même un avant et un après, quand on travaille auprès des enfants. 12 enfants ont été reconnus victimes, il ne faut pas l'oublier ça, et parmi les personnes acquittées, il y en a même quelques-uns qui ont été recondamnés depuis. Oui. Donc il faut aussi remettre bien les choses à l'heure de grande écoute sur la réalité de ce qu'il en est, parce qu'il y a quand même une instrumentalisation du procès d'Outreau pour désacraliser l'enfant, pour ne pas lui permettre d'avoir une parole qui soit entendue. Ça a servi presque de prétexte à certains lobbying, à certaines personnes bien engagées dans la protection des pédocriminels. C'est très institué en France, en particulier, qui se sont servis d'Outreau, justement, comme prétexte pour faire que les enfants ne soient plus entendus. Il y a un avant, il y a un après. Moi, j'ai vu la façon dont les enquêteurs font les auditions d'enfants, avant, après. Alors, on est passé d'un curseur, la parole de l'enfant sacralisée, à on ne croit plus du tout. Il y a probablement un curseur à retrouver l'équilibre. On ne peut pas dire qu'Outreau n'a pas eu des conséquences dramatiques pour la protection de l'enfance. C'est une réalité sur le terrain. Certains avocats, maîtres, vos collègues qui défendent des parents mis en cause, des pères mis en cause, disent « Ah là là, il ne faudrait pas non plus une injustice comme dans l'affaire d'Outreau. On sait que les enfants sont des menteurs. » Outreau, 12 enfants reconnus victimes. C'est ça qu'on devrait ne pas oublier. Quand on dit les enfants ont menti, non, ils ont peut-être été mal entendus. 12 enfants reconnus victimes. Et parmi les acquittés, des personnes qui ont été condamnées depuis. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est tellement important pour justement faire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on n'entend pas les enfants ? C'est ces craintes, ces angoisses. Psychiquement, c'est d'une façon très défensive, plus confortable, entre guillemets, de se dire « ça n'existe pas ». Ça n'est pas vrai, l'enfant ment, il raconte n'importe quoi, même si les propos rapportés ne s'inventent pas, que de se dire, oui, le père, il a pu agresser, ou quelqu'un de la famille a pu agresser sexuellement. Il y a un élément qui est fondamental et malheureusement qui n'est pas suffisamment transmis. Je rejoins ce que disait Isabelle Ranrivette sur la nécessité d'ajuster la formation des intervenants. Un enfant qui vous donne des éléments sensoriels. Le zizi, il pique. Il ressemble à de la colle de papier peint. C'est pas un enfant qui ment. Le sensoriel ne s'invente pas. La défense des auteurs, ça sera de dire il a vu des films, parce que ça c'est un bon prétexte. Mais les films ne renvoient pas le sensoriel. Quand un enfant vous renvoie le sensoriel, c'est un enfant qui a été exposé. Moi, j'ai beaucoup de petits patients que j'ai suivis et qui certaines fois ont été placés, d'autres que je suis après le placement, d'autres que je vois en expertise, différents niveaux de la temporalité du judiciaire. Et je pense à un petit garçon très fort, là, ce soir, je ne donnerai pas son prénom puisque la procédure est encore en cours. Il dénonce son père, il a 4 ans. Sa mère bataille comme elle peut, elle ne présente pas par état de nécessité l'enfant alors qu'il a dénoncé avec des faits très justes. Il y a un expert qui le reçoit dans le cadre d'une ordonnance de justice, qui confirme que l'enfant a des propos authentiques. Il y a un prélèvement qui est fait, on relève de l'ADN, et le père est quelqu'un de connu, quelqu'un qui a plutôt son réseau au niveau local. La plainte est classée, et il est dit à la mère « Ah, on a perdu le prélèvement ». C'est quand même compliqué, on a perdu le prélèvement. Au final, ils finissent par retrouver le prélèvement, mais entre-temps, cet enfant, maintenant il a 10 ans, ça fait 6 ans qu'il est dans des procédures judiciaires, des placements, des AEMO, des mesures. La magistrate, in fine, a dit « placement chez le père ». Père mis en cause. Et l'ADN qui finit par être retrouvé, conclusion, il a été trop endommagé, il est plus exploitable. On sait que cet enfant, il a une fissure anale très spécifique d'enfant agressé sexuellement. Il y a tous les constats médico-légaux. Il y a une expertise initiale. Tous les éléments sont là pour dire que cet enfant, il a été violé. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il a été violé. Lui, il dit que c'est son père. Avec ses mots à lui. Il est placé chez le père. Comment est-ce que c'est possible ? C'est possible parce qu'à un moment donné, il y a des professionnels qui sont pressés par le temps, qui ne sont pas suffisamment formés, qui n'ont pas d'espace de supervision pour gérer cette contamination traumatique de ces choses-là, et qui vont court-circuiter en disant c'est plus facile de se dire que cet enfant, oui, peut-être il y a les éléments, peut-être... Non mais bon, c'est pas grave, il va chez le père. C'est la réalité elle est là aujourd'hui, et on sacrifie des générations d'enfants et de mamans.